Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'histoire des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons parler de Pappus, de son véritable nom, Gérard Encausse, une figure majeure de l'ésotérisme à la Belle Époque. Alors tout d'abord, Pappus est un personnage complexe. Dans le monde profane, c'est un médecin réputé, mais dans le monde ésotérique, c'est un écrivain à succès et surtout une figure centrale du courant mystique et occultiste. Alors, dans cette présente émission, nous allons explorer et suivre la vie de celui qui fut surnommé le Balzac de l'occultisme, de son implication dans l'ordre martiniste et de son œuvre colossale, ainsi que son héritage dans le monde de l'ésotérisme moderne. Lorsque l'on s'intéresse à l'ésotérisme et aux sciences occultes, il est presque impossible de ne pas croiser la route du docteur Gérard Encausse, plus connu sous le pseudonyme de Pappus. Ce dernier fut l'auteur d'une centaine de livres et articles sur le sujet des sciences occultes et fut le fondateur de l'ordre martiniste, une société secrète initiatique née à la toute fin du XIXe siècle. Notons encore que Pappus fut également membre de plusieurs autres sociétés secrètes, dont l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, la Société théosophique, l'Église gnostique de France, la Golden Dawn ou encore l'Ordo Templi Orientis, ainsi que bien d'autres qu'il fréquenta plus ou moins fréquemment. Pappus est l'archétype de l'homme qui a consacré sa vie aux sciences occultes et qui tenta de les diffuser au plus grand nombre. Il n'avait pas volonté à garder jalousement les mystères pour une poignée d'élus. En ce sens, il a joué un rôle crucial dans la promotion et la diffusion des connaissances ésotériques, contribuant ainsi à la résurgence des anciennes traditions, mais aussi en développant de nouvelles idées dans le domaine. Plus d'un siècle après sa mort, certaines de ses hypothèses et ses voies de travail sont largement critiquées. Cependant, son parcours fascinant et ses contributions font qu'il reste une personnalité incontournable dans le domaine des sciences occultes. Alors, pour le moment, avant d'entrer dans les méandres de la pensée de Pappus, voyons quelle fut sa vie et les événements qui l'ont conduit sur le chemin tortueux de l'ésotérisme. Gérard Encausse est né le 13 juillet 1865 à La Coragne, en Espagne. Son père, d'origine française, était un chimiste renommé et sa mère était espagnole d'origine russe. La famille s'installe à Paris, sur la butte Montmartre, en 1869, et dès son plus jeune âge, le jeune Gérard manifeste un vif intérêt pour les sciences, la philosophie et la spiritualité. Gérard Encausse fait des études brillantes et s'inscrit à la faculté de médecine. À ce stade, son cheminement semble tout tracé, mais c'est sans compter son goût pour la lecture qui va lui faire découvrir les chefs-d'œuvre de la tradition hermétique, de la Rose-Croix ou encore de la Kabbale. Ses recherches le portent également à s'intéresser aux œuvres de son siècle, notamment les textes de Alexandre Saint-Yves d'Alivèdre, le père de la synarchie, et Eliphas Lévi, le maître de la haute magie. Deux personnages qui nourriront les bases philosophiques et mystiques de la pensée de Pappus. Mais d'ailleurs, d'où vient ce pseudonyme ? Gérard Encausse l'a simplement trouvé dans un ancien texte, le Nuctéméron, qui se traduit par le jour et la nuit, un texte antique attribué à Apollonius de Tyane par le mage Eliphas Lévi. Notons néanmoins que cette attribution est plus que douteuse, mais c'est bien dans ce texte que Gérard Encausse va y trouver le pseudonyme de Pappus, qui pourrait se traduire par le médecin de la première heure. Dans les années qui suivent, Gérard Encausse poursuit tout d'abord ses études de médecine, mais reste externe des hôpitaux. Il ne prend pas le chemin de l'internat afin de se consacrer pleinement à l'étude des sciences occultes. Notons cependant encore que Pappus ne délaissera jamais la médecine. Dans sa vie profane, il devint un médecin réputé en son temps, bien qu'ayant des postures non académiques. Il s'opposait au courant de la pensée du scientisme et faisait la promotion d'une alliance ou d'un syncrétisme entre sciences modernes et les traditions anciennes. En ce sens, Pappus proposait une médecine holistique qui avait pour but de soigner aussi bien le corps que l'esprit en remontant à la source du mal. Alors bien sûr, certaines de ces théories peuvent être largement discutées et critiquées de nos jours, mais il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Car dans tous les cas,
Papus jouissait d'une excellente réputation dans le cadre médical, métier qu'il a exercé toute sa vie, et ce jusqu'à ses derniers jours lors de la Première Guerre mondiale. Pour revenir à sa jeunesse, en 1887, à 22 ans, il adhère à la Société théosophique de Madame Blavatsky et du colonel Olcott. Cependant, il s'en détache rapidement suite à de nombreux désaccords théologiques et une vision trop orientaliste à son goût. À la même époque, il fréquente les milieux ésotériques parisiens qui se réunissent dans les arrière-salles du cabaret du Chat Noir. Il fait la rencontre notamment de Stanislas de Guaita, de Camille Flammarion ou encore Emma Calvé, ou encore Joséphin Péladan. Tout un tas de noms flamboyants de cette époque. Autant de noms qui ont marqué surtout l'histoire de l'occultisme à la Belle Époque. En 1888, Papus adhère à l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, une société ésotérique fondée par Stanislas de Guaita et Joséphin Péladan, ayant pour but de réveiller l'ésotérisme occidental. Ce groupe de jeunes occultistes critiquait ardemment l'état de délabrement de l'ésotérisme en Occident et notamment la franc-maçonnerie, dont les loges seraient devenues, en reprenant leurs mots, de simples clubs de réflexion politique qui auraient perdu leur vocation occulte. En l'année 1889, Papus découvre les travaux du philosophe Louis-Claude de Saint-Martin, et ce dernier aurait une influence notable sur sa pensée mystique. Une autre rencontre va profondément influencer notre jeune occultiste, via son épouse Mathilde d'Encausse. Il fait la rencontre de maître Philippe de Lyon, un mystique thaumaturge qui deviendra son maître spirituel. Riche de ses multiples influences, Gérard Encausse souhaite à son tour créer une société inspirée par la philosophie de Louis-Claude de Saint-Martin, de la franc-maçonnerie chrétienne du régime écossais rectifié de Jean-Baptiste Villermoz, mais aussi des travaux de leurs maîtres respectifs, Martinez de Pasquale. Ce dernier, au XVIIIe siècle, fut l'un des principaux promoteurs de l'ésotérisme chrétien. À cela, Papus ajoute évidemment la pensée mystique de Maître Philippe. Alors, avec tout cela, ce projet va aboutir en 1891. Papus, âgé de seulement 26 ans et assisté par Augustin Chaboseau, fonde l'ordre martiniste et une revue, l'Initiation, afin de faire connaître ses travaux. Cette société s'organise à la façon d'une structure maçonnique et fonctionnera en synergie avec l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, cité préalablement. Les deux sociétés font respectivement office de cercle extérieur ou loge bleue pour l'ordre martiniste et de cercle intérieur ou haut grade pour l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. À noter que les dirigeants des deux organisations seront sensiblement les mêmes et porteront le nom savoureux de supérieur inconnu. Papus devient l'une des figures incontournables de l'ésotérisme parisien et même européen. Ainsi, il va établir des relations d'amitié avec plusieurs organisations occultes en Europe et notamment la Golden Dawn ou l'ordre hermétique de l'Aube dorée de Samuel Mathers ou encore l'église gnostique de France de Jules Douanet et longtemps plus tard avec l'Ordo Templi Orientis, ainsi que d'autres systèmes maçonniques dissidents des grandes obédiences, dirons-nous. En 1893, Papus se retrouve embarqué dans une querelle d'occultistes. Son ami, Stanislas de Guaita, s'était attelé à dénoncer les activités sataniques du gourou satanique Joseph-Antoine Boulon. Ce dernier était mort et certains de ses proches accuseront Guaita d'avoir utilisé la magie noire pour le tuer. L'affaire prendra fin lors d'un duel d'honneur au pistolet opposant d'un côté Guaita et Papus contre Jules Bois et Joris Karl Huysmans de l'autre côté, sans faire aucune victime, chacun s'accusant mutuellement de pratiques magiques. En ce temps-là, le quotidien des occultistes n'était pas de tout repos. Toujours à la même époque et revenant à sa vie, Papus, à ce stade, avait déjà publié plus d'une dizaine de livres et de nombreux articles dans les revues ésotériques. Il donne des conférences et des cours, partageant ses connaissances avec un public avide de découvertes sur les sciences occultes, l'alchimie, la kabbale, le tarot ou encore l'hermétisme. Sur le plan profane ou médical, Papus ne végète pas. Il ajoute à ses traitements des séances d'hypnose, des remèdes homéopathiques et des séances d'électrothérapie. Ses œuvres occultes sont d'ailleurs parsemées de réflexions d'ordre médical. Plus tard, en l'année 1897, c'est un coup dur pour Papus. Stanislas de Guaita, son ami de toujours, meurt des suites d'une maladie chronique, ce qui ne manque pas d'ébranler la structure de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, dans lequel Papus était largement impliqué. Et après quelques péripéties, c'est Papus qui reprend la grande maîtrise de cette organisation, mais elle reste néanmoins en état de veille
sans réelle activité. Papus souhaitant se consacrer pleinement au développement de son ordre martiniste. D'ailleurs, l'organisation se porte très bien. En 1897, l'ordre de Papus compte pas moins de 40 loges dans le monde, et l'année suivante, le chiffre monte à 113. Mais Gérard Encausse ne s'arrête pas là. En 1901, à l'aube du XXe siècle, il rejoint enfin la franc-maçonnerie. Bien que très critique envers l'organisation, il avait essayé plusieurs fois de se faire initier au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France, mais sans succès. Ses positions et ses recherches sur les sciences occultes n'étaient pas vraiment du goût des organisations qui étaient plus largement dans une démarche sociétale, voire politique en ce début de siècle. Néanmoins, Papus réussit à recevoir des initiations maçonniques de nature ésotérique. La première, en 1901, au rite de Swedenborg, très axée sur l'hermétisme. Et la seconde, en 1908, au rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm via Johann Yarker. Il obtient l'autorisation de pratiquer ces rites au sein de l'ordre martiniste, et il crée ainsi des loges en ce sens, s'opposant ainsi ouvertement aux grandes organisations maçonniques de son temps. D'une certaine façon, Papus avait réussi à réveiller une maçonnerie ésotérique à contre-courant de la tendance générale. D'ailleurs, en 1908, Papus organise une conférence internationale maçonnique à Paris, auquel seront présents la plupart des sociétés ésotériques de l'Europe, car le rayonnement de l'ordre martiniste de Papus est alors à son maximum. Tout le monde le sollicite afin d'ouvrir des structures martinistes dans leurs pays respectifs, ou recevoir les lettres patentes pour la pratique des rites de maçonnerie ésotérique. Sa renommée et son influence s'étendent bien au-delà de la France et atteignent même la Russie. Papus voyage à travers l'Europe, donnant des conférences et établissant des contacts avec d'autres sociétés initiatiques qui recherchent son patronage, à l'exemple de l'Ordo Templi Orientis en Allemagne. Rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de l'ordre, mais c'était sans compter le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'Europe s'embrase dans le conflit et les sociétés initiatiques cessent pour la plupart leur activité. Papus lui-même prendra part en tant que médecin militaire. Il y subit de graves séquelles suite à un empoisonnement au gaz dans les tranchées. Finalement, Papus succombera le 25 octobre 1916 à seulement 51 ans, laissant son ordre martiniste et toutes les autres organisations orphelines. Le Balzac de l'occultisme aura néanmoins laissé des centaines de publications pour les générations futures. Avec sa mort, la belle époque de l'ésotérisme prenait fin. Alors maintenant, nous allons revenir plus en détail sur l'ordre martiniste. Les raisons qui ont motivé Papus à fonder l'ordre martiniste sont multiples. La première raison est que Papus et ses amis proches avaient le désir de créer une société authentiquement initiatique. La franc-maçonnerie de l'époque, trop politisée et ayant laissé de côté l'aspect ésotérique, ne leur convenait pas et la société théosophique était trop axée sur la mystique de l'Orient et n'avait pas spécifiquement de système rituel initiatique. De cette volonté initiale allait naître un arbre aux multiples branches. Tout d'abord, en 1888, comme nous l'avons vu, Stanislas de Guaita avait fondé l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, et Papus y apporta de nombreuses contributions. Mais cette société se voulait relativement élitiste au niveau des connaissances ésotériques, et particulièrement dans l'étude de la Kabbale. Ainsi, Papus souhaitait créer une organisation plus accessible qui se présentait comme une première étape préparatoire pour rejoindre l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Du moins, c'était la volonté initiale. De plus, Papus s'était trouvé un intérêt particulier pour les travaux de Louis-Claude de Saint-Martin et de Martinès de Pasquali, deux figures de l'ésotérisme du XVIIIe siècle. Louis-Claude de Saint-Martin avait développé toute une philosophie spirituelle que l'on peut résumer par le concept de voie cardiaque et que l'on nomme encore le martinisme. Le but est de restaurer la connexion entre l'individu et le divin sans intermédiaire. C'est une voie mystique sans pratique rituelle. A l'inverse, le maître de Saint-Martin, Martinès de Pasquali, avait créé une société ésotérique sur le modèle de la maçonnerie, mais dont les activités rituelles incluaient des pratiques de théurgie ou de magie cérémoniale pour invoquer les anges et les archanges. Le but était d'établir un contact avec le divin toujours grâce à des puissances intermédiaires. C'est une voie où les rituels initiatiques et la magie sont au cœur du processus. Si Papus nomme sa société ordre martiniste, en référence à Saint-Martin,
force est de constater que la pratique se rapproche beaucoup plus de celle de Martinez en réalité, bien que le but final soit toujours d'atteindre la voie cardiaque de Saint-Martin. Au niveau du fonctionnement, l'ordre martiniste était organisé de manière initiatique avec des grades et des rituels qui sont du type de la franc-maçonnerie. L'objectif était de guider les membres sur le chemin de l'ésotérisme chrétien. Papus considérait que les rituels et les initiations étaient essentiels pour la transformation intérieure et la réalisation de soi. La voie cardiaque, sans rituel de Saint-Martin, était difficilement accessible pour les communs des mortels et était réservée à quelques élus. Quelque temps avant la création de l'ordre martiniste, qui se veut être une structure initiatique et de fait n'est pas accessible sans épreuve rituelle et un engagement, Papus avait créé en 1889 le groupe indépendant d'études ésotériques qui avait pour fonction de délivrer un enseignement public et aussi préparatoire pour ceux qui voulaient entrer dans l'ordre martiniste. Avec le GIEE, Papus pouvait organiser des conférences publiques et des séminaires afin de présenter sa vision de l'ésotérisme. Les cours y étaient dispensés par les membres haut placés de l'ordre martiniste, comme par exemple Paul Sédir, Victor Emmanuel Michelet ou encore Augustin Chaboseau. Les sujets d'étude se concentrent bien sûr sur l'ésotérisme chrétien, mais incluent également la Kabbale, le tarot, l'alchimie spirituelle et encore d'autres sujets d'étude liés au domaine plus large des sciences occultes. À noter qu'il n'y a aucune pratique rituelle au sein de la GIEE. Il s'agit uniquement d'enseignements théoriques. Les aspects opératifs, eux, se placent uniquement dans l'ordre martiniste réservé à ceux qui ont reçu l'initiation. Toujours au niveau de l'organisation de l'ordre martiniste, celui-ci se décompose en 3 grades à l'instar de la franc-maçonnerie. L'associé, équivalent de l'apprenti, l'initié, équivalent du compagnon, et le supérieur inconnu, équivalent du maître. Au moment du premier rite d'initiation, le récipiendaire ou le candidat prête un serment de discrétion et de fidélité que voici. Je, sous-signé, promets solennellement et jure de ne jamais révéler le nom de mon initiateur, ni aucune des cérémonies secrètes, ni aucun des rites, symboles, mots sacrés, mots de passe, signes, ni aucun des secrets du mystère de l'ordre martiniste à quiconque ne sera pas reconnu par moi après examen attentif de mon diplôme comme étant membre de cet ordre. Je promets et jure, en outre, d'exécuter promptement les ordres de cette loge ou de toute autre loge dont je pourrais devenir membre, ainsi que les ordres du Grand Conseil de cette confrérie ou du Suprême Conseil, et d'obéir à leurs délégués. Au surplus, je promets et jure d'observer les enseignements du martiniste et de m'efforcer d'en profiter pour la plus grande gloire de Dieu et de mes semblables. Pour la fidèle observance de cette obligation, j'engage ma parole d'honneur qui est sacrée et j'oppose volontairement ma signature de valeur au dit engagement. Lors des cérémonies, l'ordre martiniste possède des postes d'officiers à l'image de la maçonnerie. Par exemple, le maître de cérémonie, l'orateur, le frère expert ou encore le philosophe inconnu, qui est l'équivalent du vénérable maître dans l'ordre martiniste. Les rituels sont organisés sous la forme d'un jeu scénique où les candidats subissent des épreuves afin de provoquer un état psychique particulier. Par exemple, lors de la préparation, le candidat est dépouillé de ses ornements extérieurs, son bras droit est mis à nu et ses yeux sont bandés. Lors de la cérémonie, les frères s'élancent en confusion hors de leur place, imitant toutes sortes de bruits sifflants, criant, frappant sur les lames de leurs épées comme pour simuler un combat. L'orgue fait entendre ses notes les plus basses et on simule le bruit du tonnerre au moyen de pierres roulant sur un plan incliné. On fait encore tourner rapidement le candidat et on l'arrête au pied du trône du philosophe inconnu. Dans une autre scène, on enlève le bandeau qui recouvrait les yeux du candidat, lequel aperçoit autour de lui, parmi les flammes rouges et vertes, les frères menaçant de leurs épées. Quelques-uns portent des masques hideux, mais non grotesques, tous semblent être prêts à tuer le candidat. Peu d'instants après, le bandeau est replacé sur les yeux du candidat lors de la cérémonie. La loge est décorée de nombreux symboles et le processus est accompagné de divers enseignements faisant revivre le mythe de la chute ou du péché originel au candidat. L'une des curiosités de l'ordre martiniste est l'utilisation de masques. À la fin de la cérémonie, lors de la consécration, un masque est posé sur le visage du néophyte par le maître des cérémonies, puis le philosophe inconnu lui donne un enseignement. Par ce masque, ta personnalité mondaine disparaît. Tu deviens un inconnu au milieu d'autres inconnus.
Tu n'as plus à redouter les susceptibilités mesquines auxquelles est astreinte ta vie quotidienne au milieu de gens qui te guettent sans cesse. Tu es bien protégé contre les pièges que l'ignorance, jointe à l'opinion prétentieuse, tendra chaque jour devant toi. Comme nos anciens frères, applique-toi, toi, à l'art de rester inconnu, à te retirer en toi, même tout en observant les autres. Que le masque de la circonception te protège toujours contre les regards inquisiteurs de ceux dont le caractère et la conduite ne prouveraient pas qu'ils sont dignes de venir et de paraître dans le sanctuaire sacré où la vérité délivre ses oracles. Ce masque, qui t'isole du reste de tes semblables pendant la période de travail, te montre le prix que tu dois attacher à ta liberté, toute puissante par la volonté devant le destin et devant la providence. Cette liberté que l'on peut appeler la divinité de l'homme, le plus beau, le plus superbe, le plus irrévocable de tous les dons de Dieu de l'homme. Cette liberté que le Créateur suprême lui-même ne saurait violer sans nier sa propre nature. Cette liberté que l'on doit obtenir par la force quand on ne la possède pas comme une suprême autocratique. Vous trouverez les textes complets des rites en description sous la vidéo. Voyons clairement que Pappus place son enseignement et ses rites dans le cadre d'une mystique chrétienne, mais non confessionnelle. Le processus global ressemble au rite maçonnique encore une fois, mais les références se concentrent sur la chute du Jardin d'Éden plutôt que sur la destruction du Temple de Salomon. En parallèle de l'ordre martiniste, Pappus administrait des loges maçonniques au rite de Swedenborg et de Memphis-Misraïm. Il ne s'agissait pas de faire une synthèse avec le rite martiniste, ces derniers restent dissociés dans leur pratique, mais de proposer des cheminements différents avec d'autres symboles. L'objectif global restait le même et pouvait se résumer ainsi. Le désir de réintégration de l'homme dans sa nature primitive et divine d'avant la chute ou de la déconnexion avec le divin. Ainsi, à l'aube du XXe siècle, Pappus sera naturellement le grand maître de l'ordre martiniste. Mais il devint aussi celui de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix après la mort de Stanislas de Guaita et le petit interlude de François-Charles Parler, mais sera aussi le grand maître de l'obédience de rite égyptien, si l'on peut dire, l'antique primitif rite de Memphis-Misraïm. Et tous ces différents mouvements seront affiliés à l'Église gnostique de France pour le cadre religieux. Tout ceci faisant de Pappus le grand hiérophante de l'ésotérisme français. Mais son œuvre ne se limite pas à cela. En plus de la gestion de toutes ces organisations occultes, Pappus fut le plus grand promoteur de l'ésotérisme pour son époque, avec une somme colossale de livres aux sujets les plus variés. Et c'est ainsi que je vous invite à plonger au cœur de la pensée de Gérard Encausse. Il ne fait pas de doute que Pappus fut un auteur prolifique, et ce depuis ses jeunes années et jusqu'à sa mort. De fait, il est possible de suivre l'évolution de sa pensée au gré des années. Par exemple, entre la première publication du traité élémentaire de sciences occultes, publié en 1888, et l'ABC illustré d'occultisme, publié à titre posthume, on observe une complexification profonde de sa pensée, mais aussi une approche mystique différente. L'une des premières spécificités de Pappus sera l'usage du mot occultisme, qui, par la suite, servira à définir tous les adeptes des sciences occultes et des sociétés initiatiques de la Belle Époque. Dans le langage courant, ce terme a souvent mauvaise presse, étant présenté comme synonyme de magie noire, de sorcellerie ou d'un pseudo-ésotérisme qui n'aurait rien d'initiatique. Or, ce n'est pas la définition qu'en donne Pappus, et je lui laisse la parole pour présenter ce courant philosophico-mystique. L'occultisme est l'ensemble des théories, des pratiques et des voies de réalisation dérivées de la science occulte. Il se présente à travers les âges comme un tout bien distinct ayant ses théories, ses méthodes et jusqu'à ses procédés de diffusion et d'enseignement personnel. De là, la difficulté de bien connaître cette doctrine pour ceux qui n'ont pas pénétré dans les centres où elle est enseignée et les erreurs nombreuses commises par les critiques qui l'ont jugée sans la connaître. Pour Pappus, l'occultisme, c'est l'alliance entre les sciences modernes, type médecine, physique, biologie, et les traditions anciennes de type kabbale, hermétisme, alchimie. L'harmonie entre le corps et l'esprit et la nature matérielle et spirituelle, notamment par le jeu des analogies entre les organes, les plantes, les astres, etc. C'est encore l'idée centrale du fluide, ou lumière astrale, mana, chi, sous tout un tas d'autres noms,
en tant que force invisible qui anime toute chose via la chaîne d'attraction et de répulsion magique. L'occultiste doit aussi s'employer à l'acquisition d'un savoir théorique, histoire, mythologie, théologie, philosophie, associé à une pratique opérative, magie, alchimie, méditation, etc. Ce qui est assez caractéristique chez Pappus, c'est que ses livres sont relativement accessibles, contrairement à d'autres auteurs de la même époque. Si j'osais un anachronisme, je dirais que Pappus fut sans nul doute le meilleur vulgarisateur de l'occultisme. Voici un exemple où Pappus explique succinctement ce qu'est la magie pour un adepte des sciences occultes. La magie est l'étude et la pratique du maniement des forces secrètes de la nature. C'est une science pure ou dangereuse comme toutes les sciences. Et il faut bien que l'étudiant se rende bien compte d'un fait, c'est qu'il est anti-initiatique de dire du mal de la magie sous prétexte qu'on y étudie des forces mauvaises autant que des forces bonnes. Comme il serait ridicule d'avoir peur de la chimie sous prétexte qu'elle permet de fabriquer de la nitroglycérine et des corps explosifs. Il est certain, et nous ne saurions trop le répéter hautement, que l'appel aux forces divines, l'exercice de la charité et l'usage de la prière, qui constituent ce que, dans l'Antiquité, on appelait la magie divine, et qui forme aujourd'hui la théurgie, est le seul usage licite et utile pour l'homme des forces divines. Le caractère primordial de tout cerveau qui aspire à participer à la bénédiction des forces du ciel, c'est le courage. Et vouloir accuser ses adversaires de faire de la magie ou d'écrire des livres de magie, c'est montrer qu'on n'a rien compris à cette question ou qu'on ferme volontairement les yeux devant la responsabilité que doit assumer tout véritable étudiant des questions de la haute science. Avec sa très large production, Pappus a traité bon nombre de pratiques occultes, notamment la tarologie, la haute magie, le spiritisme, l'astrologie, et en ce sens, ses livres proposent une étude attentive mais accessible et avec de nombreuses mises en garde sur les dérives possibles. Dans un aspect opératif, on notera certaines de ses œuvres les plus marquantes, par exemple le Tarot des Bohémiens, le traité méthodique de magie pratique ou encore comment on lit dans les lignes de la main. Je vous cite un extrait de Pappus. Nous arrivons maintenant à quelques pratiques plus difficiles, mais bien plus importantes pour le magistre. Ceux qui éprouvent une certaine difficulté à prendre résolument une décision, ou même ceux qui veulent pousser plus loin l'entraînement psychique, feront bien d'user de la pratique suivante. Tous les matins, au réveil, et autant que possible au lever du jour, ils s'envelopperont dans une couverture de laine dont un coin sera rabattu sur la tête et resteront assis dans leur lit, concentrant leurs pensées sur les travaux à entreprendre dans la journée, en passant en revue leur organisme d'après les impressions fournies par le sens interne. Ils feront cet exercice de méditation d'abord pendant 10, puis 15, puis 30 minutes chaque matin, 6 fois par semaine. Pendant ce temps, la respiration sera lente et profonde. Au bout de quelques jours de pratique et de procédés indiqués par François-Charles Barlet, un grand bien-être se fait sentir et l'être de volonté prend de plus en plus d'autorité sur l'être impulsif. On peut alors essayer la psychométrie, puis la télépathie. Vous voyez, pas de magie noire dans cet extrait. Cependant, le plus gros de son œuvre traite surtout des aspects théoriques. Et en ce sens, Pappus fut aussi un compilateur ayant étudié les anciens grimoires et les textes des différentes traditions. Il en propose une synthèse plus facilement accessible, si l'on peut dire. Ainsi, des textes comme Traité élémentaire de sciences occultes et ABC illustré d'occultisme sont de véritables synthèses encyclopédiques des traditions occultes. Voici un extrait où il présente le fonctionnement global des sciences occultes. L'occultisme est l'ensemble des théories, des pratiques et des voies de réalisation dérivées de la science occulte. Alors que la science, telle qu'elle est conçue par les savants contemporains, étudie surtout les phénomènes physiques de la partie abordable, visible de la nature et de l'homme, la science occulte, grâce à sa méthode préférée, l'analogie, s'efforce, en partant des faits physiques, de s'élever jusqu'à l'étude de la partie invisible, occulte de la nature et de l'homme. De là, sa première caractéristique de science du cachet, Scientia Occultati. Alors que la science contemporaine diffuse par des journaux des expériences publiques, ses découvertes et ses pratiques, la science occulte divise ses recherches en deux catégories. A. Une partie qui peut être publiée pour aider à la progression de l'humanité. B. Une partie qui doit être réservée à une sélection d'hommes. De là, le second caractère de cette science cachée, Scientia Occulta. Enfin, alors que des épreuves intellectuelles sont seules exigées des candidats aux facultés et aux grandes écoles scientifiques, les centres d'enseignement occultistes exigent, en plus, des épreuves morales diverses,
en ne confiant leur enseignement qu'à des hommes éprouvés et capables de ne jamais employer pour le mal leurs connaissances qu'ils ont acquises, ce qui montre la science occulte sous le nouvel aspect de Scientia Occultans, la science cachante. Pappus a aussi largement écrit sur des sujets précis d'ordre philosophique et théologique, mais avec une approche d'occultiste, cela va de soi. On citera, pour l'exemple, ce que deviennent nos morts, l'âme humaine avant la naissance et après la mort, ou encore qu'est-ce que l'occultisme. En ce sens, je vous cite un extrait de la vision de Pappus sur la réincarnation. La réincarnation est le retour du principe spirituel dans une nouvelle enveloppe charnelle. Pour un être humain, cette enveloppe est toujours un corps humain, mais on peut se réincarner soit sur la même planète où l'on a vécu sa dernière existence, soit sur toute autre planète. On ne peut fixer un temps précédant le retour dans un corps matériel, pas plus qu'on ne peut fixer un temps pour la vie terrestre. Des êtres humains passant 3 ans sur Terre et d'autres y vivent 90 ans. Si l'on disait que l'homme vit sur Terre 30 ans, on parlerait comme un amateur de statistiques, mais pas comme un observateur des lois réelles. La durée de la vie sur Terre est un facteur personnel. De même, la durée du temps qu'on passe avant de revenir sur Terre est également un facteur personnel qui dépend de beaucoup de circonstances. Disons tout de suite qu'avant de venir se réincarner dans une planète, l'être spirituel se prête à la perte de la mémoire des existences antérieures. Nous donnerons tous les extraits des auteurs classiques concernant ce fait et symbolisé par l'absorption du verre de l'eau du fleuve Lété, ou fleuve de l'oubli, qu'on buvait avant de revenir sur Terre. La réincarnation a, en effet, été enseignée comme un mystère ésotérique dans toutes les initiations de l'Antiquité. Enfin, Pappus a écrit des textes destinés spécifiquement aux adeptes de l'ordre martiniste ou de la franc-maçonnerie. Par exemple, ce que doit savoir un maître maçon, ou encore rituel de l'ordre martiniste, ou martinésisme, villermoz, martinisme et franc-maçonnerie. Voici encore un extrait où Pappus n'est pas tendre avec les adeptes de la franc-maçonnerie de son temps. Si la franc-maçonnerie est une simple société d'action sociale, pourquoi ces mystères, ce langage spécial et ces décors? Si tout cela ne sert à rien, supprimez-le franchement. Mais si sous ces symboles se cache une haute vérité dont la connaissance peut conduire à des adaptations sociales libératrices de l'humanité, alors étudions cette science maçonnique avec tout le respect qui lui est dû. Bien sûr, comme à l'accoutumée, je ne suis pas là pour vous dire si les concepts et croyances développés par Pappus sont vrais ou faux. Je note simplement que ces textes sont avant tout des portes ouvertes à la réflexion. De nos jours, il est de coutume, et particulièrement dans les milieux maçonniques et même ésotériques plus largement, de critiquer Pappus en pointant ses affirmations historiques et médicales erronées, ou encore ses postures sur les traditions ésotériques. On le traite même parfois de mystique, de farfelu, si ce n'est pire. Cependant, il ne faut pas oublier que Pappus vivait à la fin du XIXe siècle, où les connaissances historiques, médicales et scientifiques plus largement n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Le plus important à retenir était que l'œuvre de Pappus est marquée par la bienveillance. Et en ce sens, je vous citerai un dernier extrait de Pappus qui résume bien son état d'esprit. Si notre faible plume trahit quelquefois la sagesse qu'elle est chargée de traduire, nous prions les chercheurs de recourir aux originaux et de n'attribuer les erreurs qu'à notre ignorance et à notre manque d'éloquence. C'est cette garantie qui, seule, nous donne le courage de mener jusqu'au bout une tâche qui nous paraît au-dessus de nos forces. Si les quelques pages suivantes poussent certains esprits à lire de plus près les maîtres dont nous ne sommes qu'un obscur disciple, si les chercheurs sérieux se rendent compte que l'occultisme est mieux que cet ensemble d'idées vagues sous laquelle ses adversaires cherchent à l'accabler, si enfin on pressent l'unité que cette philosophie inspiratrice par des centres initiatiques de Spinoza, de Goethe, de Leibniz et de tant d'autres apporte dans la querelle de la science et de la croyance, alors notre modeste essai aura largement atteint plus que son but. Pappus n'était en aucun cas un mage noir, un sataniste ou un illuminé. C'était avant tout un médecin respectable et un chrétien convaincu ayant une démarche ésotérique. Il a passé sa vie à étudier les anciennes traditions et à tenter d'en donner sa vision à un moment donné de l'histoire avec ses analyses et ses réflexions propres. Et en ce sens, il a brillamment réussi, puisque son héritage a survécu, bien que difficilement,
comme nous allons le voir. Gérard Encausse, ou Papus, meurt en l'année 1916, et avec lui prend fin l'âge d'or des occultistes. Ces organisations lui survivront, mais difficilement. C'est une chose courante dans le domaine de l'ésotérisme. Les sociétés initiatiques de qualité survivent rarement à leurs fondateurs, et celles qui survivent vivent souvent dans leur gloire passée, passant plus de temps à affirmer leur légitimité avec des lettres patentes et en citant une longue liste de célébrités. En ce sens, je citerai Dionne Fortune, l'une des plus brillantes femmes occultistes du XXe siècle. Les origines antiques et les lettres patentes de l'ordre n'ont que peu de valeur en comparaison d'une pratique rituelle sérieuse et exigeante. Car si l'égrégore ne se manifeste plus dans la théurgie, les statuts fondateurs ne sont rien d'autre que des pierres tombales servant à marquer la sépulture d'une tradition morte. À la mort de Papus, son successeur désigné pour toutes les sociétés est Henri-Charles Détré, connu sous le pseudonyme de Teder. En 1916, celui-ci devient le grand maître de l'ordre martiniste, de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, de la Grande Loge du rite de Swedenborg et encore de l'antique et primitif rite oriental de Memphis-Misraïm pour la France, et même de la section française de l'Ordo Templi Orientis. Cependant, si le CV semble bien rempli, cela n'est qu'une façade. En raison de la Première Guerre mondiale, toutes ces structures sont en réalité en état de sommeil ou en état végétatif. Les choses auraient pu reprendre à la fin de la guerre, mais la mort de Teder en 1918 va fracturer l'héritage de Papus en raison de guerres de chapelle. Le suprême conseil de l'ordre martiniste se réunit, mais plusieurs personnes vont revendiquer l'héritage de Papus. L'un des premiers est Jean Bricot, déjà patriarche de l'Église gnostique universelle. Ce dernier revendique la direction de l'ordre martiniste et du rite de Memphis-Misraïm, mais aussi de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, qui, pour ce dernier, reste cependant en état totalement végétatif. Jean Bricot sera l'héritier de Papus dans la ville de Lyon, mais il ne fait pas l'unanimité. D'autres candidats vont apparaître pour revendiquer l'héritage. Le second est Victor Blanchard. Lui-même membre de toutes les organisations, ainsi que du Grand Orient de France, il revendique la direction de l'ordre martiniste et de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix à Paris. Il va néanmoins renommer le premier ordre martiniste synarchique. Quant à l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, il reste encore une fois en sommeil ou végétatif dû au manque d'effectifs. Il existe encore de nombreuses autres micro-structures qui revendiqueront l'héritage, mais les deux citées sont les plus importantes et les plus légitimes, si l'on peut dire. Bien sûr, je résume ces filiations dans les grandes lignes. Vous trouverez en source des références bibliographiques pour décortiquer toutes ces histoires. Pour faire un résumé à ce stade, il y a une guerre de chapelle entre Paris et Lyon. Dans les années qui suivent, la branche lyonnaise de Jean Bricot passera dans les mains de Constant Chevillon en 1934, et la branche parisienne de Victor Blanchard dans celle de Augustin Chaboseau en 1931. Notons d'ailleurs que ce dernier fut l'un des deux fondateurs d'origine de l'ordre martiniste avec Papus. Ce dernier change d'ailleurs le nom pour ordre martiniste traditionnel pour se dissocier de l'autre. Par la suite, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Constant Chevillon est assassiné par la milice française et son ordre passe sous la direction de Henri-Charles Dupont. À ce stade, il regroupe toujours une version de l'ordre martiniste, du rite de Memphis-Misraïm et de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Après-guerre, l'ordre martiniste traditionnel, la branche de Augustin Chaboseau, survit à la Deuxième Guerre, mais souffre de nombreuses difficultés. Ainsi, il est repris en main par la Morgue, l'ordre ancien et mystique de la Rose-Croix, en 1946, et en devient une filiale toujours existante de nos jours. En 1952, la branche Bricot-Chevillon-Dupont va élire un grand maître, à savoir le fils de Papus, Philippe Encausse. Celui-ci va tenter d'unifier tous les ordres martinistes existants, avec un succès tout relatif. En 1960, il va séparer le rite de Memphis-Misraïm et l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix de l'ordre martiniste et les confie à Robert Amplin. À la suite de cela, les diverses organisations dont Papus fut le grand maître connaîtront une certaine stabilité, mais cela ne va pas durer. De nos jours, l'héritage des organisations de Papus est disloqué en des myriades de structures plus différentes les unes que les autres. Au cours du voyage,
le rite de Swedenborg est tombé dans l'oubli et l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix de Guaita est resté dans un sommeil des plus profonds. Plusieurs personnes ont d'ailleurs tenté de le réveiller, mais sans succès. S'agit-il pour autant de dire que l'héritage de Papus est mort? Bien au contraire. S'il est fréquent d'entendre les pires critiques à l'égard de Papus dans les cénacles ésotériques du XXIe siècle, il n'en reste pas moins qu'en cette France passée de la fin du XIXe siècle, alors que les obédiences maçonniques étaient devenues des clubs d'influence politique ayant perdu toute vocation ésotérique, les courants mystiques des occultistes de la Belle Époque, et Papus en particulier, fut sûrement le seul gardien d'un idéal initiatique et il a su planter les graines pour la renaissance d'un ésotérisme occidental. Nous voici arrivés à la fin du voyage et j'espère que vous aurez apprécié la découverte de Papus, le Balzac de l'occultisme. Pensez, comme à l'accoutumée, à liker et partager la vidéo et dites-moi quels sont les autres personnages que vous aimeriez me voir traiter en commentaire sous la vidéo. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur des sciences occultes, des mythes et légendes et dans l'histoire des civilisations. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.